Donc, on va continuer le chapitre de stats qu'on avait vu la dernière fois. Et on fera aussi les annales. Les annales qui tombent chaque année au concours. Donc, on va faire les annales de 2014 à 2020. Ça va nous prendre pas mal de temps. Et on aura une petite partie cours et une grosse partie annale. Voilà. Alors, Dan, il m'a mis... attendez, il m'a mis animateur. Donc, je vais pouvoir vous partager mon PowerPoint. OK. Est-ce que vous voyez ma diapositive? Oui, Oui, c'est bon. Et vous m'entendez tous bien? oui. Oui. OK, ça marche. Donc, on va reprendre le cours de la dernière fois. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le cours de la dernière fois déjà? Non, ça va. Non, ça marche. Ouais, il était simple, hein, le cours de la dernière fois. Celui-là aussi, il est encore plus court et encore plus simple. Donc, dans la précédente séance, on avait vu les différents types de données. On a vu qu'elles étaient triples. Il y avait les données quantitatives, les données qualitatives et les données ordinales. On avait donné les paramètres qui permettaient de caractériser les données qualitatives et les données ordinales. Et on s'était arrêté aux données aux données quantitatives à une dimension. OK. Donc, on avait vu très rapidement la notion d'histogramme et il nous restait à parler des paramètres des tendances centrales et des paramètres de dispersion. C'est la partie qui tombe le plus régulièrement dans le cours. Ça fait 2-3 pages dans le poly, mais c'est ce qui est le plus fréquent en annale. Et ensuite, on va parler des données quantitatives à 2 dimensions. Ça va nous prendre 5 minutes pour cette partie-là. Ensuite, on attaquera les annales. OK. Donc, pour caractériser des données quantitatives. Donc, je vous rappelle que les données quantitatives, on avait 2 types de données quantitatives. Les données quantitatives continues, par exemple, l'âge, c'est continu, ça évolue pas par palier. On avait les données quantitatives discontinues. C'est ces données qu'on pouvait aussi représenter par un diagramme en bateau. Donc, pour les données quantitatives continues, donc c'est celles qu'on va voir le plus régulièrement. En annale, il vous fait généralement tomber des dosages. Par exemple, l'année dernière, il a fait tomber le dosage de l'hémoglobine, le dosage de la glycémie. Donc, c'est en général les paramètres quantitatifs continus qui fait tomber en annale. Et on a vu que ces paramètres, on pouvait les caractériser ces données, on pouvait les caractériser par des paramètres de 2 types, les paramètres de tendance centrale et les paramètres de dispersion. Donc, qu'est-ce que c'est des paramètres de tendance centrale? C'est des paramètres qui vont définir l'ordre de grandeur des mesures effectuées. Ce sont des valeurs autour de lesquelles se groupent les différentes mesures effectuées. Par exemple, la moyenne, la valeur de la moyenne va nous indiquer sur la répartition des données de notre échantillon. Par exemple, si on a une moyenne à 68, c'est sûr qu'on n'aura pas des données qui vont être… Si la moyenne d'un groupe de patients est de 68, c'est sûr qu'on n'aura pas des patients de 1 ou 2 ans, on aura plutôt des patients assez vieux. Donc, le premier paramètre de tendance centrale, c'est la moyenne. Le deuxième paramètre, c'est la médiane. Donc, je pense que vous savez déjà ce que c'est la médiane, vous l'avez vu en troisième. Quelqu'un peut me dire c'est quoi une médiane? Pas le milieu. C'est ça. En gros, dans une série de mesures, dans une série de mesures, c'est la mesure qui va diviser notre effectif en 2 parties, en deux mêmes sous-groupes. Et ensuite, on a le mode. Est-ce que vous savez c'est quoi le mode? Non, personne ne sait. Alors, le mode, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est pas pair ou impair. Non, c'est pas ça. Le mode, c'est la valeur qui revient le plus souvent dans une série de mesures. Donc, on va donner des exemples. À chaque fois que je vais détailler ces 3 paramètres. Et ensuite, on a les quantiles. Les quantiles, vous savez déjà ce que c'est. C'est lorsque vous avez une série de mesures, vous la divisez en 4. Et les mesures qui se trouvent entre chaque sous-section s'appellent des quantiles. Donc ici, je vous représente une courbe de Gauss avec au milieu la moyenne. Donc la moyenne, elle va nous dire à peu près où est-ce qu'elles se situent les données. Donc c'était juste pour vous montrer ça. OK, donc la moyenne. La définition qui est donnée dans le poly, c'est le rapport de la somme des mesures au nombre des mesures effectuées. Donc si vous avez par exemple 3 patients qui ont 10, 15 et 20 ans, eh ben, la moyenne, ça va être 10 plus 15 plus 20 divisé par 3, tout simplement.
donc c'est le rapport de la somme des mesures au nombre des mesures effectuées. Donc c'est somme des x divisé par n. Et cette moyenne, elle va se noter x bar. Donc on va voir qu'il y aura d'autres notations en fonction qu'on part de la moyenne arithmétique ou de la moyenne statistique. La moyenne arithmétique, elle se note x bar, alors que la moyenne statistique, elle se note E, grand E. Il faut savoir que la moyenne s'exprime dans la même unité que la série de mesures effectuées. Donc, par exemple, si le prof il vous fait tomber en annales, on a 3 patients de 10, 15 et 20 ans. OK, donc la moyenne, c'est 10 plus 15, 35, plus 25, 55. 55 divisé par 3, ça nous fait à peu près un peu moins que 20. OK, donc on va dire que ça fait 18. Maintenant, s'il vous met 18, c'est faux. Il faut qu'ils mettent 18 ans. La moyenne, elle s'exprime dans la même unité que la série de mesures effectuées. Donc, voilà la formule. La moyenne, c'est la somme. Alors, attendez, je vais mettre un pointeur. C'est la somme des mesures effectuées, donc somme des xi, divisé par le nombre de mesures effectuées, c'est-à-dire n. OK. Donc, c'est ça la définition de la moyenne. OK. On va faire un petit exercice d'anal qui est tombé en 2017-2018. Donc, vous savez que pour ces exercices-là, vous avez 1 minute 30 pour les faire. Donc, on peut parfois vous demander de calculer une moyenne en 1 minute 30. Donc, il faut être particulièrement entraîné pour l'examen de maths. Sachez que la moyenne en maths, elle tourne autour des 7 au concours. Donc, si vous avez des points sur cette matière, c'est vraiment bien. Donc, je vous laisse une petite minute pour faire cet exercice. Alors, attendez une seconde. OK. C'est bon, on peut corriger? Je vous laisse encore un peu de temps. Non. C'est bon? OK, ça marche. Oui. Alors, Moi, je pense donc, que la E, elle est juste. les notes déjà. sur 20, la E, elle est Pardon. juste. Oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. Elle est bien juste. OK. Donc, déjà, bon, on va commencer par la A. Donc, les notes sur 20 en examen dans 2 classes de 7 élèves sont les suivantes. Donc, dans la classe numéro 1, on a 10, 11, 12, etc. Dans la classe 2, on a 10, 11, 12, 12, 12, 12, 18, 19. Parmi les insertions suivantes, concernant les 2 échantillons, laquelle est symétrique dans les 2 classes? Vous en pensez quoi? Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux, très bien. Pourquoi? Parce que les 2 dernières notes, c'est 13 et 14 dans la première et 18 et 19 dans la deuxième. Oui, mais là, on demande, si vous prenez la Parce classe... que peut-être que la moyenne des deux, elle sera différente. Non. Oui, elle est différente. Oui. Elle est différente, c'est ça, mais la notion de symétrie, elle ne se rapporte pas, elle n'est pas liée à la moyenne. C'est parce qu'il y a un trop Alors, d'écart il entre faut les savoir... dernières notes. non, c'est parce que si on plie les si on prend une valeur centrale, donc si on prend par exemple la classe numéro 1, d'accord? Alors je vais prendre un stylo. Donc on va dire qu'ici on a une valeur centrale, ça va être notre axe de symétrie, c'est 12. OK? Maintenant, si je regarde les valeurs de part et d'autre, bien sûr, il faut toujours ordonner les valeurs. Là, ils sont ordonnés, donc c'est bon. Si je note les positions relatives des mesures par rapport à cette mesure de référence. Donc 12, on est d'accord que c'est comme 0. Par rapport à ma référence, c'est comme 0. OK? 13, ça va être comme plus 1. On est d'accord?
11, ça va être comme moins 1. Pardon, c'est mal noté, comme moins 1. 14, ça va être comme plus 2. Alors, désolé, je ne suis pas très fort en ça. Et 10, ça va être comme moins 2. Donc, on voit que par rapport à notre valeur de référence, eh ben, on a de part et d'autre la même, on a une équivalence parfaite. Plus 2 et moins 2, ça s'annule. Plus 1 et moins 1, ça s'annule. 0 et 0, ça s'annule. Donc, dans la classe 1, les notes, elles sont symétriques. Par contre, dans la classe 2, si on refait le même schéma, donc on a toujours notre point de référence, c'est 0. 12, ça va être 0. 12, ça va être aussi 0. 18, ça va être plus 6. Plus 6. Voilà. Et 19, ça va être plus 7. OK? Et si on regarde de l'autre côté, on va avoir moins 1. OK? Et moins 2. Pardon. Donc, si je fais la somme des chiffres que j'ai de ce côté, ça va être 11. Si je fais la somme des chiffres que j'ai de ce côté, ça va être moins 3. Donc, les notes, elles ne sont pas symétriques. D'accord? OK. Donc, ici, je voulais représenter. Je vous ai représenté ce calcul que j'ai fait. Donc, il faut toujours prendre notre valeur centrale et voir si de part et d'autre, on a une équivalence. OK. La moyenne des notes est identique dans les deux classes. Bon, ça, c'est évident, c'est faux. On voit que pour le même nombre de mesures, donc ici, on a 7 mesures, eh ben, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, la moyenne, elle va être différente, c'est évident. La dispersion des notes est plus grande dans la classe A. Ben, ça, on le voit très bien que c'est faux. On voit que dans la classe 1, les notes, elles sont comprises entre 10 et 14, alors que dans la classe B, les notes, elles sont comprises entre 10 et 19. Donc, c'est faux. Alors, un nuage de points permet de représenter ces données quantitatives à 2 dimensions. Et bien, ici, c'est un piège du prof, tout simplement parce que là, notre donnée quantitative, elle est à une seule dimension. On n'a pas 2 unités. Si par exemple, je vous avais dit, on va représenter les notes des élèves dans une classe en fonction de leurs âges. Et bien, ici, j'ai 2 paramètres quantitatifs, les notes et l'âge. Ici, j'ai que les notes. Donc, c'est faux. Bien que j'ai 2 classes, mais comme j'ai un seul paramètre, c'est des données quantitatives à une seule dimension. Donc, ici, c'est faux. Donc, ici, on a représenté les données par un histogramme. Et dernière assertion, la moyenne est de 12 dans la classe A, ben ça c'est vrai. Alors ici, ici on le voit très bien que c'est 12, puisque si on dit que la moyenne c'est 12, donc on le note comme notre point de référence. Ici, on va avoir plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, pardon, 0, 0, plus 1, moins 1, plus 2, moins 2. OK, c'est clair pour ça ou il y a besoin que je répète? C'est simple, hein? Moi, j'ai juste une question. Oui, oui. Si on a un nombre d'élèves pair, comment on fait pour savoir si elle est symétrique ou pas, ou elle ne peut pas être symétrique? Alors, c'est une bonne question. Alors, on va voir que c'est lié à la notion de médiane. En fait, il va falloir d'abord calculer la médiane et on va voir comment on le fait dans le cas d'une série paire et on prendra cette médiane comme note de référence. OK? Donc, par exemple, si je rajoute une valeur, donc on va dire 15 ici, donc il va falloir calculer ma médiane. Donc, dans le cas où ma médiane, dans le cas où ma série, elle est paire, il va falloir faire n plus 1 divisé par 2. Donc ici, on est d'accord que j'ai 8 valeurs. OK? Donc je fais 8 plus 1, je fais n divisé par 2. Donc ici, ça me fait 8 divisé par 2, ça me fait 4. Donc ma médiane, elle va être comprise entre 12 et 12. Alors, je répète pour être plus clair. Quand la moyenne, elle est paire, il faut faire la médiane, elle est comprise entre n divisé par 2 et n divisé par 2 plus 1. OK? Donc ici, n divisé par 2, c'est 12. C'est ma quatrième valeur. N divisé par 2 plus 1, c'est 12 aussi.
Donc, la médiane, et ensuite, on prend la valeur moyenne entre les deux. Donc, ici, la valeur moyenne entre les deux, c'est 12. Et après, par rapport à ça, je vois si mes notes, elles sont symétriques. Donc, dans ce cas-là, si on avait eu aussi 15, eh ben, les notes, elles ne seraient pas symétriques. OK? Parce que ici, j'aurais eu 0. OK? Ici, j'aurais eu 0. Ici, j'aurais eu plus 1. Vous voyez où c'est un peu brouillon là? Vous voyez où parce que je note mal, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je dis. C'est bon pour toi? Pour moi, c'est bon. Ok, c'est bon. Oui. Je reprends le stylo. Désolé. Hein. Donc ici, j'aurai plus 1, plus 2, plus 3. Pardon. 3. Ici, j'aurai 0. Ici, j'aurai moins 1. Et j'aurai moins 2. Donc, si je fais la somme, ce n'est pas symétrique. Donc, dans ce cas-là, ça sera faux. Donc, dans le cas où tu as une série qui est paire, tu calcules la médiane. Normalement, donc, n divisé par 2 plus 1, mais je te montrer. OK. Très bien. Donc, c'est une transition parfaite sur le prochain paramètre qu'on va étudier. Donc, la médiane. La médiane, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur qui va laisser de part et d'autre le même nombre d'observations. Ça, c'est facile. Donc, la médiane, il faut savoir qu'elle est de même unité que les mesures observées. Donc, par exemple, si j'ai 3 mesures 10, 15, 20, 10, 15, 20 ans, ma médiane, ça va être 15. C'est la 15 ans. C'est la valeur qui est au milieu. Donc, on a 2 cas pour le calcul de la médiane. Soit n, il est impair. Donc, ici, c'est directement la médiane, c'est le milieu de ma série. Donc, si j'ai 10, 15, 20, ça va être 15. Si n, il est pair, eh ben, on va prendre comme médiane tout nombre compris entre xk et xk plus 1. Donc, je reprends l'exemple que je viens de prendre. Si j'ai 10, 15, 20, 30, eh ben, ma médiane, ça va être tout nombre compris entre 15 et 20. Donc, si le prof il vous dit 17, c'est la médiane, eh ben, c'est vrai. Et en général, classiquement, on prend comme médiane la moyenne entre xk et xk plus 1. Donc, si j'ai 10, 15, 20, 30, ma médiane, ça va être 15 plus 20 divisé par 2. Donc, 35 divisé par 2, 17,5. D'accord? Pardon. OK. Donc, on va faire un petit exercice. Donc, soit la série suivante, 12, 14, 16, 78, 03, déterminer la médiane. Je vous laisse 20 secondes. OK, c'est bon? Donc, préparez-vous. Là, c'est l'effet PowerPoint de la soirée. Hein. Donc, pour déterminer la médiane, déjà, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ordonner les valeurs. Donc, on doit passer à une série de valeurs désordonnées, une série de valeurs ordonnées. Ensuite, une fois qu'on a cet ordre lorsqu'on a mis en ordre pair, ici on le voit très clairement qu'elle est paire. Donc, on va choisir le nombre. On va prendre les deux nombres du milieu, donc 12 et 14, et on va dire que tout nombre entre 12 et 14 est considéré comme la médiane. Donc voilà, ici c'est assez simple. Au concours, on vous demande aussi de le faire, donc c'est des points cadeaux, hein, si on sait bien le faire. OK, 2 remarques sur la médiane. Donc, il faut savoir que la médiane, elle est moins influencée par les valeurs extrêmes que la moyenne. Je vous donne un exemple concret. Si je prends les deux séries suivantes, j'ai 1, 2 et 1000. Ici, c'est quoi notre moyenne? C'est 1 plus 2 plus 1000. Donc, combien ça nous donne? Pardon. Ça nous donne environ 334 de moyenne.
mais notre médiane, c'est toujours 2. OK? Si je prends maintenant une autre série, 1, 2 et 3, ma moyenne, ça va être quoi? Ça va être 1 plus 2 plus 3 divisé par 3. Donc, ça va être 6 divisé par 3, ça va être 2. Et ma médiane, elle va être aussi 2. Donc, extrêmement différente, 1000 et 3, et bien la médiane, elle n'est pas influencée, alors que la moyenne est particulièrement influencée. C'est une remarque logique. Chose qu'il faut bien retenir aussi, c'est que la médiane, elle peut être aussi utilisée dans le cas des données ordinaires. On avait un ordre. Donc, par exemple, les stades d'un cancer, les stades d'une maladie, les grades d'un lymphome, etc. Donc, comme la médiane, elle est basée sur une relation d'ordre, elle peut être aussi utilisée pour les données ordinales. OK. Le mode, maintenant. Donc, le mode, c'est encore plus facile à comprendre. Le mode, on l'appelle aussi valeur dominante. C'est la valeur de la variable dont la fréquence est maximale. En gros, c'est la valeur qui revient le plus de fois. Donc, si je vous donne la série de mesures suivantes, 23, 24, 4 fois 25, 27, 28, 3 fois 39, on peut voir directement qu'ici, on a 2 valeurs qui reviennent le plus souvent, c'est 25 et 39. Donc maintenant, il faut déterminer laquelle revient le plus souvent de fois. Donc ici, on a 4 fois 25 et 4 fois 39. Donc on va avoir 2 modes, 25 et 39. Du coup, on va dire que la répartition de données, elle est bimodale. Elle a 2 modes, 2 valeurs qui reviennent autant de fois, qui reviennent beaucoup de fois et à la même fréquence. OK ? Donc ici, nos 2 modes, c'est 25 et 39. Donc la répartition, elle va être bimodale. OK. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que si les distributions de fréquences est symétrique, si la distribution de fréquences, la distribution de fréquences, elle est symétrique et unimodale, moyenne, mode, médiane sont confondues. Donc, je vous prends ici l'exemple de la courbe de Gauss. Donc, la courbe que vous connaissez tous avec la loi normale. Je ne sais pas si vous l'avez encore fait à cette période de l'année, mais normalement, on la voit en mi-terminale. Donc, on voit cette courbe. On voit ici qu'on a une valeur. Donc, ici, en abscisse, on vous représente les valeurs de la variable. Donc, on va dire que c'est l'âge. Ici, on va avoir l'âge 0. Et là, les âges négatifs, on n'a pas d'âge négatif, mais on va dire par rapport à notre référence, des âges négatifs et des âges positifs. Et en ordonnée, on va vous représenter votre fréquence. Donc, on voit que la fréquence des données, elle est symétrique. Si on prend notre courbe de Gauss, on la plie, la symétrie, elle est parfaite. On voit qu'il y a une valeur qui revient le plus souvent de fois. Eh bien, c'est la valeur centrale. On voit que sur l'axe des ordonnées, c'est le point le plus élevé. Donc, ici, on a une distribution de fréquences qui est symétrique et qui a un seul mode. Et bien, dans ce cas-là, la moyenne, le mode et la médiane, ils sont confondus. Et ici, notre moyenne, notre mode et notre médiane, ça va être notre valeur de référence. OK ? Est-ce que c'est clair ça ou ça va? Bon, ça va. Donc, moyenne, médiane et mode sont confondus. Très bien. On va passer maintenant aux quantiles. Donc, les quantiles, c'est quoi? C'est des valeurs. Ah, excuse-moi, je t'entends mal. C'est. Alors, attends, une seconde. Je vous entends mal. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Alors, je vais changer ma Wi-Fi. Juste un truc. Est-ce que vous vous entendez? Parce que moi, je n'entends pas. Oui, courbe, elle est utilisée pour des expériences plus probables. Alors, excuse-moi, mais j'entends rien. J'ai changé ma Wi-Fi. Vas-y, dis-moi maintenant. Je crois que c'est lui qui a un problème. Ah, c'est lui qui a un problème? C'est lui Vous qui a un m'entendez? problème. Ouais, je pense. Ouais, on t'entend. Ça va, super. Bon, ben, tu sais quoi, si tu veux, tu peux me poser la question sur le chat là, on peut discuter, ok? Ou sinon par message, comme tu veux, je te répondrai. Ok, les quantiles maintenant. Donc les quantiles, c'est quoi? C'est les valeurs de la variable qui divisent
l'échantillon ordonné en groupes d'effectifs égaux. Donc, les quantiles, ils portent des noms différents selon le nombre de groupes souhaités. Donc, vous avez une série de valeurs. Si vous voulez la diviser par 4, eh ben, on va appeler ça des quartiles. Si on veut la diviser par 10, on va appeler ça des déciles. Et si on veut la diviser par 100, on va appeler ça des percentiles. OK? Donc, je vous donne un petit exercice à faire. Soit une série des âges de n égale 12 individus. Identifiez la médiane et les 3 quartiles. Donc là, je vous ai mis en ordre la série pour pas perdre de temps. OK. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut voir combien on a d'individus. Donc, ici, on a 12 individus. Donc, c'est un nombre qui est pair. OK? Donc, ici, l'effectif de chaque quartile, il va être de 3. Parce qu'on prend notre groupe de 12, on le divise en 4. Donc, ici, on va avoir le premier quartile. Donc, on va dire que la valeur du premier quartile, c'est 6. La valeur du deuxième quartile, c'est soit 11. C'est entre 11 et 15, OK, parce que c'est la médiane. Et la valeur du troisième quartile, c'est entre 21 et 22. OK, la valeur maximale, c'est 30 et la valeur minimale, c'est 3. D'accord? Très bien. Donc, on a fini pour les paramètres de tendance centrale. Donc, je vous rappelle qu'on en avait 4 de paramètres de tendance centrale: moyenne, médiane, mode et quartile. Maintenant, on va passer aux paramètres de dispersion. Donc, c'est les paramètres qui vont nous dire comment notre série de mesures elle est dispersée par rapport à une valeur de référence. Donc, on a la variance, l'écart type et je vous ai mis la moyenne, c'est faux, c'est l'intervalle interquartile. Il faut que je vais le noter. C'est intervalle interquartile. Je mets IQ. OK. Très bien. Donc, la variance, qu'est-ce que c'est? Il faut ça. Donc, juste une petite remarque qui vous est donnée dans le poly, juste avant de commencer la variance. Il faut savoir que la moyenne, elle ne suffit pas, elle est insuffisante pour caractériser un ensemble de données. Pourquoi? Si je prends cet exemple, donc la valeur de la moyenne de la série suivante, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 19, si je fais ma moyenne, c'est 10. Si je fais la moyenne d'une autre série, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, c'est aussi 10. Donc, on a deux séries qui sont très différentes, mais qui ont la même moyenne. Et la moyenne, c'est quelque chose qui est la portée de la moyenne pour nous décrire les données quantitatives. Elle ne dit pas comment les valeurs sont réparties par rapport à notre référence. Donc, on va maintenant introduire la notion de variance. Qu'est-ce que c'est la variance? La variance, c'est le paramètre qui va nous dire qu'on a deux répartitions de données qui ont la même moyenne, mais qui ont une variance différente, c'est-à-dire un étalement des données qui est différent. Et ce paramètre, il est beaucoup plus puissant, on va l'utiliser beaucoup plus souvent dans le poly pour parler des données quantitatives. Une seconde que je retrouve mon curseur. OK. Il faut savoir qu'il y a un autre paramètre qui découle de la variance, c'est l'écart type. Donc, qu'est-ce que c'est l'écart type? C'est la racine de la variance. Donc, c'est tout simple. Hein. Juste faites attention lorsque vous faites des conversions entre écart type et variance, de toujours appliquer aussi la racine carrée à l'unité aussi. Par exemple, si je vous dis on a représenté la variance d'une surface, OK. Si la variance elle est de 25 mètres carrés, eh ben, l'écart type va être de 5 mètres et pas 5 mètres carrés. Le prof il aime bien faire ses pièges aussi d'unité, donc il faut l'avoir en tête. Donc, comment on a défini la variance? La variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. C'est un peu compliqué, mais appliquer, c'est très simple. Donc, vous prenez votre moyenne. Imaginons, on va faire simple, 10, 15, 20. OK? Donc, ma moyenne, c'est quoi? C'est 15. 10, 15, 20, ma moyenne, c'est 15. Eh bien, ma variance, qu'est-ce que ça va être? Ça va être 15 moins 10 au carré
divisé par 3, plus 15 moins 15 au carré divisé par 3, plus 15 moins 20 au carré divisé par 3. C'est ça ma variance. Je calcule la différence entre chaque série et la moyenne, je la mets au carré, j'additionne tout et je divise par mon nombre d'observations. OK ? Donc, les paramètres qui rentrent en compte, c'est la moyenne, l'effectif et voilà. Attention, piège qui tombe très souvent. Ici, ce qu'on vous donne, c'est la variance d'un échantillon. Ce n'est pas la variance d'une population. Ça, vous allez le voir dans le chapitre 5 de Stats, qui vont faire la différence entre trois choses. Variance d'une population, variance d'un échantillon et estimation de la variance de la population. C'est 3 paramètres qui sont différents et il y a trois formules pour les calculer. Il y a 2 propriétés qu'il faut savoir et qui seront appliquées dans les chapitres suivants de Stats. Si on a un paramètre qui nous est donné en fonction d'un autre, par exemple, je vous donne un exemple concret. Vous savez que la thyroïde, elle produit des hormones. OK ? Elle produit des hormones qu'on appelle T3, T4. OK ? Maintenant, la concentration de ces hormones dans le sang, elles dépendent d'une autre hormone qu'on appelle la TSH. C'est une hormone hypophysaire. Et on a une formule qui nous dit que la concentration en T3, T4 dans le sang, c'est égal à 20 fois la concentration en TSH plus 2. Donc, on a la représentation d'une donnée quantitative en fonction d'une autre. Y égale à 20 fois X plus 2. Et bien, dans ce cas-là, pour calculer la variance de la variable X et Y, sachant qu'on a une relation affine entre les deux, et bien, variance de Y, c'est égal à A carré var de X. OK ? Donc, si Y égale à X plus B, var de Y égale à A carré var de X. D'où donc on peut appliquer maintenant on peut transposer ça en écart type. Donc pour obtenir l'écart type à partir de la variance, il faut appliquer tout simplement une racine carrée. Donc l'écart type dans ce cas-là, ça va être racine de a carré fois var de x. Donc ça va être valeur absolue de a fois racine de var de x. J'ai oublié de vous la mettre. Donc c'est racine de var de x. OK ? Très bien. Maintenant, il y a d'autres paramètres de dispersion qu'on utilise un peu moins. C'est l'étendue et l'intervalle interquartile. Donc, l'étendue, on la note E. Qu'est-ce que c'est E ? C'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. Donc, je reprends toujours ma série habituelle. Si vous avez 10, 15, 20, ben, l'étendue, ça va être la valeur maximale, donc 20, moins la valeur minimale, 10, 20 moins 10, c'est 10. OK ? Maintenant, on a un autre paramètre de dispersion et c'est le dernier qu'on va voir dans ce cours. C'est l'intervalle interquartile. C'est la différence entre Q3 et Q1, donc le 3e quartile et le 1er quartile. OK ? On va avoir des applications sur ça. On va voir, quand on va faire les annales, on verra des exemples sur ça. OK. Maintenant, on a fini cette partie sur les données quantitatives à une dimension. On va passer aux données quantitatives à 2 dimensions. Donc, les données quantitatives à 2 dimensions, c'est très simple. Il y a 3 choses à savoir. Nuage de points, covariance, coefficient de corrélation. C'est les 3 choses qu'il faut savoir. À part ça, il n'y a rien à savoir. C'est la partie la plus simple de ce cours. Donc, imaginons qu'on a 2 séries de mesures, X et Y, qui sont effectuées sur un même échantillon d'effectifs N. Et cette phrase, elle est hyper importante. Lorsqu'on a des données quantitatives à 2 dimensions, c'est toujours sur le même échantillon. Je prends un exemple. Si vous, dans votre classe, vous mesurez la taille, les notes à un contrôle de physique en fonction de la taille, on va pouvoir représenter, on va pouvoir dire que ces données quantitatives vont être à 2 dimensions. Maintenant, si dans une classe de 6e, je mesure la taille, dans une classe de 5e, je mesure la note, mais je ne pourrais pas corréler ces données puisque c'est sur 2 échantillons différents. OK ? Donc, par exemple, la concentration en potassium et en chlore dans un échantillon d'un même individu. Et pour chaque individu, on va obtenir un couple XI, YI. Donc, XI, c'est la concentration en potassium, YI, c'est la concentration en chlore. Donc, comment on fait pour représenter ces données ? C'est tout simple. On va faire ce qu'on appelle un nuage de points. Qu'est-ce que c'est un nuage de points ? On va représenter la donnée, donc la première donnée X en abscisse, la deuxième donnée Y en ordonnée.
par exemple, la première donnée, ça va être la taille, l'autre, ça va être l'âge. Et on va faire ce qu'on appelle un nuage de points. Donc, imaginons que pour un même individu, la taille, je ne sais pas, elle est de 1,60 m et l'âge, elle est de 10 ans. OK? Donc, on va pouvoir construire un point. Et sur la totalité des individus d'un échantillon, on va pouvoir construire ce qu'on appelle un nuage de points, donc pour voir comment ils sont groupés les données. Maintenant, il y a un point particulier dans ce nuage, c'est ce qu'on appelle le point moyen, le centre de gravité du nuage. C'est le point en fait qui a comme abscisse la moyenne des x et pour ordonnée la moyenne des y. Bon, c'est tout simple. Depuis 2006, c'est pas tombé en annales ce truc, mais juste comme c'est marqué dans le poly, je vous le mets. OK. Maintenant, il y a une formule qu'il faut connaître. C'est la covariance. Donc, qu'est-ce que c'est la covariance? C'est la variance conjuguée des couples x et y. En gros, c'est un paramètre qui va nous dire comment les données x et les données y sont étalées. Bon, c'est la même chose que pour les données quantitatives à une dimension, mais là, ça va être deux dimensions. La formule, elle ne vous est jamais donnée en calcul, mais il faut juste savoir la reconnaître, quoi. Et il y a un dernier paramètre qu'on va voir ensemble, c'est le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, qu'est-ce que c'est? C'est la covariance des données x et y divisée par la racine du produit entre la variance de x et la variance de y. Ça vous sera jamais à calculer parce que c'est beaucoup trop long. On ne peut pas le faire en une minute. Ce qu'il faut savoir sur ce coefficient de la chance, c'est qu'il est compris entre -1 et 1. S'il est compris entre 0 et 1, ça veut dire que les deux données ont un lien de corrélation. Donc, par exemple, si je vous dis la TSH et l'hormone et T3, T4, donc les hormones thyroïdiennes, ils ont un coefficient de corrélation entre 0 et -1, c'est faux. Pourquoi? Parce que si on a un coefficient de corrélation entre 0 et -1, ça veut dire c'est qu'on n'a pas de lien entre les deux variables. OK? Voilà. Le cours, il est fini. Donc, à la fin du diapo, je vous ai mis des tableaux pour résumer un peu ce qu'on a vu. Et on va passer directement aux annales. Les annales, elles sont très simples. Hein. Je pense que pour la plupart des QCM, vous aurez tous les points. Voilà. Donc, premier QCM, ça parle des quartiles. Vous voulez qu'on le corrige ensemble ou vous voulez le faire tout seul? On essaye de faire et après on corrige ensemble, quoi. Allez, ça marche. OK, je peux corriger? Oui. OK, ça marche. Donc, le deuxième quartile correspond à la médiane. Vrai ou faux? Bon, vrai, c'est simple. Hein. Le deuxième quartile, c'est le milieu de la série. Donc, de la valeur minimale au premier quartile, on a un quart des données. Du deuxième quartile au troisième quartile, on a encore 25% des données, donc on a 50%. Donc, quand on est au deuxième quartile, on a 50% des données. Donc, on est bien au milieu de la série. OK. L'intervalle interquartile et l'intervalle entre deux quartiles. Ça, c'est faux. C'est un piège typique. L'intervalle interquartile, c'est l'intervalle entre le troisième quartile et le premier quartile. C'est tout. Q3 moins Q2, ce n'est pas un intervalle interquartile. D'accord? C'est un quartile, tout simplement.
50% des mesures sont comprises entre le premier et le troisième quartile. Ben, ça, c'est vrai. Donc, si je représente mon axe, donc ici, j'ai la valeur minimale, là, d'accord. Ici, j'ai Q1. OK. Je ne prendrai pas la peine de répondre à ça. Ici, j'ai Q2, donc ma médiane. Ici, j'ai Q3. Ici, j'ai la valeur. D'accord. Donc là, j'ai 25%, on est d'accord. Là aussi, j'ai 25. Là, j'ai 25. Là, j'ai 25 aussi. Donc, sur cet intervalle-là, Q1 à Q3, j'ai 50. OK. Le calcul des quartiles est possible quel que soit le type de données, qualitatif, ordinal ou quantitatif. Donc, c'est faux. Ça ne marche pas pour les données qualitatives. Ça marche que pour les données ordinales et les données quantitatives discontinues et ordonnées. Pour calculer les quartiles, il est nécessaire d'ordonner au préalable la série de mesures. Donc, ça, c'est simple, c'est la base. OK. Deuxième QCM d'anal. Je vous laisse le faire. Encore, on va prendre 2 minutes. C'est simple. Hein. Ça, c'est des trucs qui tombent. Hein. C'est tombé en 2018. C'est bon? On peut y aller? OK, je vais corriger. Donc, vous avez trouvé quoi? B, C et E. B, C et E, c'était presque ça, partiellement juste. On va voir pourquoi. Donc, on a un échantillon de 1000 malades, OK, pour lesquels on a déterminé le stade d'une maladie, qui va du moins grave, c'est le stade 1, au plus grave, c'est le stade 4. On a un diagramme en camembert qui vous représente ces données. Donc, proposition A, 55 malades de l'échantillon sont atteints d'une maladie de stade 1. Ben là, c'est faux, c'est un piège un peu vicieux. Ce n'est pas 55 personnes, c'est 55% des personnes. Donc 55% des personnes, ici, ça fait 550, pas 55. 75% des malades de l'échantillon ont une maladie de stade inférieur à 2. Ben oui, c'est très simple. On additionne les stades 1 et les stades 2, donc ça me fait 55 plus 20, donc ça me fait 75% des malades. OK? La classe caractérisée par le stade 1 est la classe modale. Ça, c'est vrai. On voit que c'est elle qui contient l'effectif le plus grand, 55%, alors que pour les autres, on a 20%, 10% et 10%, donc 55, 20%, 30, ça me fait 15%. OK. Un diagramme en bâton est plus adapté pour représenter ces données ordinales. Ben, c'était vrai. C'est des données ordinales. Donc, le diagramme en bâton, c'est la représentation adaptée. OK. Item E, un histogramme est plus adapté pour représenter ces données quantitatives. Ben, c'est faux. Parce qu'ici, on n'a pas des données quantitatives. C'est un piège un peu vicieux. Parce que l'item, en règle générale, il aurait été vrai, mais dans son contexte ici, il est faux. Très bien. Encore un petit QCM. Donc là, c'est sur des questions de connaissances. Il n'y a pas de calcul à faire. Normalement, ça prend 30 secondes. C'est sur ces QCM qu'on gagne du temps au concours. Hein.
C'est bon? On peut y aller? Alors, vous avez trouvé quoi? B juste, peut-être? Non. La A, je dirais qu'elle est juste. Alors, la A, elle est juste. Oui, la B, elle est juste. La C, elle est fausse. La D, elle est juste. Et la E, elle est fausse. Donc, ici, les réponses étaient A, B, D. OK. Donc, le diagramme camembert est adapté à la représentation des données qualitatives à une dimension. C'est vrai, elle est aussi adaptée à la représentation des données ordinales. OK. Le diagramme au bâton est adapté à la représentation des fréquences absolues pour des données ordinales à une dimension. C'est vrai. On sait que le diagramme en bâton, c'est utilisé pour représenter les fréquences relatives, les fréquences absolues, des données ordinales ou des données quantitatives discontinues. D'accord? L'histogramme est adapté à la représentation des fréquences relatives cumulées pour des données ordinales à une dimension. C'est faux. Lorsque histogramme et données ordinales ils sont dans le même item, dès le début, c'est faux. Un histogramme, c'est seulement pour les données quantitatives. D, l'histogramme est adapté à la représentation des données quantitatives à une dimension. Bah, ça, c'est vrai. Je vous rappelle ce que c'est l'histogramme. C'est la ligne polygonale qui joint le bord supérieur des rectangles lorsqu'on représente les données en fonction de leur surface. OK. E, l'histogramme est adapté à la représentation des données quantitatives à deux dimensions. Bah, c'est faux puisque les données quantitatives à deux dimensions, on les représente par un nuage de points. Pardon. Donc ici, pardon, les réponses correctes, c'était A, B, D. Encore un petit QCM. C'est aussi une annale. Ça, il me semble qu'elle est tombée en 2015-2016. C'est bon? On peut y aller? Oui. OK. Alors, vous avez trouvé quoi? B. D, E. B, Avec le B. B, D, E. B, D, E. Je regarde. B, D, E. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et la A, franchement, pour moi, elle serait juste. Pour moi, elle serait juste. Après, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est un item qui est tombé en 2015-2016. Il n'y a jamais eu de consensus sur cet item. Donc, on va reprendre l'énoncé d'abord. On souhaite étudier l'âge au diagnostic de patients atteints d'une hémopathie maligne. Donc, vous savez ce que c'est une hémopathie? C'est une maladie du sang. C'est comme une leucémie. Sur un échantillon pris au hasard de 313 patients, on a observé les résultats suivants. Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Le mode est compris entre 65 et 68 ans. Alors, pour moi, cet item, il est juste. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il est faux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il est juste. Donc, déjà, la première chose qu'on fait quand on nous parle de mode et on nous donne un tableau de ce type, c'est voir l'étalement des données. Donc, ici, entre mon minimum et mon premier quartile, l'âge minimum, il est de 20 ans et l'âge au premier quartile, il est de 60 ans. Donc, pour 25% des données, j'ai une répartition, enfin, j'ai un différentiel d'âge de 40 ans. OK? Maintenant, entre 65 et 68 ans, j'ai seulement 8 ans de décalage.
pardon, j'ai 25% des données, désolé, et j'ai 8 ans de différentiel d'âge. Entre le troisième quartile et le maximum, j'ai 25% des données et j'ai 15 ans de décalage. Donc, ici, mon mode, il va être compris, a priori, enfin, je suis quasi sûr qu'il est compris entre 60 et 68 ans. Maintenant, on va procéder par dichotomie. Je ne sais pas si on vous a appris cette méthode en terminale, mais on va découper les intervalles en intervalles plus petits. Donc, je vais découper mon intervalle de 60-68 en deux, 60-65 et 60-68. Entre 60 et ma moyenne, alors, donc d'un côté, j'ai 5 ans, ok, et de l'autre côté, j'ai 3 ans. Donc, ici, j'ai un différentiel d'âge qui est plus petit, d'accord? Maintenant, si j'ai un différentiel d'âge plus petit pour un même nombre de valeurs, c'est forcément que mes valeurs, elles sont plus concentrées. Si mes valeurs, elles sont plus concentrées, c'est forcément que j'ai entre 65 et 68 ans, j'ai une valeur qui va se répéter plein de fois. D'accord? Donc, a priori, mon mode, il serait entre 65 et 68 ans. Moi, si ça tomberait comme ça au concours, je l'aurais mis. OK. Le deuxième quartile est égal à 68 ans. Donc là, tout le monde est d'accord. C'est la médiane. L'étendue des âges au diagnostic est égale à 15 ans. C'est faux. Ici, l'étendue des âges, c'est 90 moins 20, donc c'est 70. L'étendue des âges au diagnostic est supérieure à l'intervalle interquartile, donc c'est vrai. Ça nous fait 70. L'intervalle interquartile est égal à 75 moins 60, donc ça nous fait 15. Alors que mon étendue, elle est égale à 90 moins 20, donc ça me fait 70. Donc, mon étendue, elle est supérieure à mon intervalle interquartile. Et l'intervalle interquartile des âges au diagnostic est égal à 15 ans pour l'item E. Ben, ça, c'est vrai. On vient de le faire. OK. Encore un petit QCM. Ici, on va parler de la variance. OK. Alors, je vais corriger. Vous avez trouvé quoi? La B. La B. 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 Je suis d'accord. OK. Donc, la variance, elle est nulle. C'est faux. On voit ici que les valeurs, elles sont dispersées. Pour avoir une variance nulle, il faut avoir une série qui comporte toujours la même valeur. Par exemple, 70, 70, 70, 70. Ben là, j'ai une variance qui est nulle. Les valeurs, ils ne varient pas. Là, on voit que les valeurs, elles sont dispersées autour de... Elles sont dispersées, donc ma variance, elle n'est pas nulle. On peut aussi le trouver par le calcul. Donc, je vous ai mis le calcul pour que vous compreniez un peu mieux comment on fait pour calculer une variance. Donc ici, comment on fait? On calcule notre moyenne. OK. Donc la moyenne, je vous montrerai tout à l'heure comment on la calcule. Ici, elle est de 68. Donc on prend chaque valeur, on la soustrait à la moyenne, on met tout au carré et on divise par le nombre de valeurs observées. Donc ici, on a combien de valeurs observées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être notre dénominateur. Et au numérateur, on va faire la somme des écarts à la moyenne au carré. Donc, chaque valeur moins la moyenne au carré. Et on additionne tout ça. On obtient une variance de 5,7. Je vous rassure, ça ne vous sera jamais demandé en calcul. C'est toujours des items où la réponse elle est évidente. OK.
l'étendue, elle est égale à 8 kg. Ça, c'est vrai, puisque notre valeur maximale, c'est 72, notre valeur minimale, c'est 64. 72 moins 64, ça fait 8. La médiane, elle est égale à 70. Eh ben, c'est faux, parce que ici, notre médiane, elle est égale à 68 kg. Donc ici, il fallait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ordonner les valeurs, 64, 66, 68, 68, 68, 70, 72. Et ici, on avait une série de valeurs qui était à 7 paramètres. On avait 7 données dans notre série de valeurs. Pardon. Donc on fait 7 plus 1 divisé par 2. Donc ça me fait 8. 8 divisé par 2, ça me fait 4. Ma quatrième valeur, c'est 68. OK. La moyenne, elle est égale à 70 kg. Alors, pour trouver la moyenne dans ce cas-là, il y a une technique qui est très simple. Donc ici, on nous propose dans l'item que notre moyenne est égale à 70 kg. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se représenter sur un axe. Oh purée. Bon, c'est pas grave. Hein. Notre moyenne à 70. OK. Et on va ordonner les valeurs par rapport à notre moyenne. Donc ici, j'ai 72. Ici, j'aurai 68. Fois 3 en fait. On retient que c'est fois 3. On a 66, 64, et voilà. Donc, notre moyenne, ça va être notre point de référence. 72, c'est comme plus 2 par rapport à la moyenne. 68, c'est comme moins 2 par rapport à la moyenne. Mais ici, on a 3 fois 68. Donc, c'est comme si j'avais moins 6. OK? 70, c'est comme si j'avais moins 4 par rapport à la moyenne. OK. Et 64, c'est comme si j'avais moins 6 par rapport à la moyenne. Si je fais la somme de tout ça, ça me fait moins 16. OK. Et ici, j'ai plus 2. Donc, on voit que la répartition, que 70, ce n'est pas la moyenne. Ici, notre moyenne, ça serait plutôt 68. OK. Une seconde. OK. Le mode est égal à 70, c'est faux. Ici, le mode, il était égal à 68. C'est la valeur qui revient le plus de fois. On va faire encore 2 QCM et après, je vous laisse. Ici, c'est un QCM qui est assez dur. OK, je vais corriger. Donc, vous avez trouvé quoi? C'est assez dur. Hein. D et E. Alors, D et E. Aïe, aïe, aïe. C'était que la E. OK. Alors, c'était, pardon, B et E. Donc, les fréquences cumulées ne sont jamais utilisées pour décrire des données qualitatives ordinales. C'est faux. On peut utiliser les fréquences cumulées, les fréquences relatives ou les fréquences relatives cumulées, ou les fréquences absolues pour décrire des données qualitatives ordinales. Alors, ici, c'était un petit piège du prof, parce qu'on a qualitative et ordinale. Alors, il faut savoir qu'une donnée ordinale, elle est forcément qualitative aussi. Hein. Donc, si vous mettez qualitative ordinale, c'est le même sens que ordinale. OK? Les fréquences cumulées sont classiquement représentées par un diagramme en bâton. Ben, ça, pourquoi pas? C'est utilisé dans le cadre de la représentation des données ordinales et peu importe la fréquence par lesquelles on les caractérise. On peut représenter dans un diagramme en bâton
les fréquences relatives, les fréquences cumulées, les fréquences absolues. On peut tout représenter dans un diagramme en bâton tant que la donnée elle est ordinale. OK. Dans un histogramme, la largeur de chacun des rectangles est proportionnelle à l'effectif de la classe. Et bien là, c'était faux. Quelqu'un peut me dire pourquoi c'est faux? C'est pas la largeur qui compte, c'est la hauteur. Alors, non plus, parce que ici, on n'a pas précisé que la largeur, elle était constante. Si la largeur, elle était constante, la hauteur, c'est le paramètre le plus important. Mais ici, on n'a rien précisé. Donc, ici, le paramètre qui est important, ça va être la surface. D'accord? OK. Dans un histogramme, le polygone de fréquence est la ligne qui joint le centre des rectangles. Alors, vrai ou faux? Bah, faux. Faux. Pourquoi? Parce que le polygone des fréquences, c'est vraiment vache comme piège. C'est la ligne qui joint le milieu de la base supérieure de chaque rectangle. Alors, je ne vous ai pas remis la diapositive du cours précédent, mais on peut le représenter facilement ici, si j'arrive. Donc, je vous mets je vous fais un petit histogramme rapide. Comme ça. Et bien, le polygone des fréquences, ça va être ça. OK? Alors que dans l'item, on vous proposait que le polygone des fréquences, ça soit ça. La ligne qui rejoint le centre de chaque rectangle. Ben, c'est faux. Le polygone des fréquences, c'est la ligne qui rejoint le milieu des bases supérieures de chaque rectangle. OK? Le polygone des fréquences devient la courbe des fréquences quand le nombre de classes devient infini. Ben, c'est vrai. Si on prend chaque rectangle et qu'on le divise en classes de plus en plus petites, ben, on va obtenir une courbe gaussienne et qu'on va appeler la courbe des fréquences. Et donc, le polygone des fréquences, il va tendre vers la courbe des fréquences lorsque le nombre de classes va tendre vers l'infini. OK? Donc, les réponses étaient Juste un BE. truc. Oui. Oui, t'écoutes. Cette courbe de Gauss, c'est pas, je suis pas sûr, mais c'est pas pour les expériences où on a des probabilités, où on a une équiprobabilité. Oui, c'est. Attends. Des expériences pour lesquelles. Par exemple, pour du pile ou face ou pour un lancer de dés. Pour lancer le dé. Non, c'est valable. La vérité, c'est valable pour tous les. Attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir parce que dans les expériences où tu as une équiprobabilité, c'est plutôt de la loi binomiale que tu vas utiliser, pas de la loi normale. Donc, je pense pas la vérité. Alors, parce que plusieurs fois dans le poly, on vous donne, on va te donner une courbe de Gauss comme ça, et on va te dire, on représente je sais pas, par exemple, je sais pas, la glycémie en fonction de l'âge. En fait, c'est une courbe qui est utilisée pour plein de valeurs, pas forcément pour les valeurs où tu as deux issues possibles. D'accord? Et attention, c'est pas quand on parle d'équiprobabilité, c'est que chaque issue a la même probabilité de se réaliser. Ça ne veut pas dire qu'on a seulement deux issues possibles. D'accord? Dans la courbe de Gauss, on a 20 milliards d'issues possibles. Par exemple, pour une glycémie, il y a 20 issues possibles. Il n'y a pas deux issues possibles comme pour le pile ou face. Donc, c'est dans un cas d'équiprobabilité, mais ce n'est pas dans un cas de binomial. D'accord? Oui. Vous avez fait la loi binomiale déjà ou non? Dans le cas où on est dans une équiprobabilité, oui. Je crois qu'on l'a fait en maths. Bien mais sûr. du coup, dans le cas où on est en équiprobabilité, c'est là où on avait vu que le mode, la médiane et la moyenne, elles sont confondues. C'est là que vous avez vu que le mode, la moyenne et la médiane sont confondus. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi. Si vous êtes en équiprobabilité, laisse-moi une minute.
Euh, Attends. Non, je ne vois pas pourquoi, lorsque c'est écrit probable, déjà, pourquoi on représente ça dans une courbe de Gauss? Parce que si c'est écrit probable, tu aurais obtenu ça. Chaque issue a la même probabilité de se réaliser. D'accord? Ici, chaque issue n'a pas la même probabilité de se réaliser. Puisque finalement, on obtient ça. On a des issues. OK? Donc, mes issues, je les représente en abscisse. En ordonnée, j'ai les fréquences. On est d'accord? Chaque issue n'a pas la même fréquence. Donc, on n'est pas dans un cas d'écrit probabilité. Dans un cas d'écrit probabilité, tu vas représenter ça plutôt par une loi de probabilité. Les tableaux que vous avez vus en... Un peu mal exprimé, en fait. J'ai oublié de dire une donnée, en fait. C'est... pareil. Non, je sais, là, ça surtout, mais ce que je veux dire, c'est par exemple dans du pile ou face où on lance plusieurs fois la pièce. Là, c'est différent. Là. Ce que je veux dire, c'est que plus on va lancer la pièce, plus on va... Plus... je sais pas comment l'expliquer, en fait, mais... Par exemple, plus on, par exemple, pour un pile ou face, quand on va compter le nombre de piles et le nombre de faces, on va tendre vers... je peux dessiner sur le... Oui, on va tendre vers 50-50. Ben, ça, c'est une loi binomiale. C'est la loi de... C'est le triangle de Pascal. D'accord? Oui. C'est pas du tout la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, on n'est pas dans ce cas-là. Alors, on n'est pas dans... la relation, elle est beaucoup plus compliquée pour construire la courbe de Gauss. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, mais la courbe de Gauss, c'est une exponentielle. Toi, ce que tu me représentes, c'est une fonction f égale à 1 sur 2. Ce que je veux dire, c'est que dans le cas où par exemple, je dis un exemple, on lance 10 fois une pièce et qu'on va compter combien de fois j'ai fait un pile et 9 faces, 2 piles, 8 faces, etc. Les probabilités, ça va donner un truc dans ce style, quoi. Tu es sûr de ça? Alors, tu m'enverras avec ici, on aura avec au milieu le trait où j'ai fait, où on aura au milieu 5 piles, 5 faces. Et plus on s'éloigne, plus la probabilité est faible d'avoir, par exemple, plein de... C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Mais alors, ici, tes issues, c'est quoi? C'est pas soit pile, soit face. On est d'accord? C'est soit tu as 9 piles, soit tu as 1 face. Donc, tu es plus dans une relation d'équipe-probabilité. C'est pour ça que j'ai rajouté D'accord. Ben, dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Oui, on peut le représenter par une courbe de Gauss. Ok, super alors. Merci. Voilà. Mais attention, ce n'est pas dans un cas où tu comptes les piles et les faces. Oui. Ok, très bien. Ok, je crois que c'est le dernier QCM, si je ne me trompe pas. Non, on a encore 2 QCM avant. Donc, on va les faire vite fait. Hein. Donc, on va les corriger ensemble pour vous lâcher un peu tôt. Donc, la figure suivante représente la distribution de fréquences d'un dosage biologique X. Une ou plusieurs des assertions suivantes sont vraies. Laquelle ou lesquelles? Donc, la distribution de X est bimodale. C'est faux. On voit que notre courbe de Gauss, elle présente un pic, un seul. Alors que pour une distribution bimodale, on aurait eu ça. Hop et hop. OK? Le mode est de 400. Ben, c'est faux. On voit que cette valeur, elle revient pas du tout souvent. La moyenne de X est 100. C'est faux. On ne peut pas le trouver à partir de la courbe de Gauss. Ici, notre distribution, elle n'est pas symétrique. Donc, on ne peut pas dire que notre moyenne, c'est 100. On ne peut pas la déterminer ici, la moyenne. La distribution de X est asymétrique. Ben oui, du coup, puisque on ne peut pas plier notre courbe de Gauss. Elle n'est pas comme ça, notre courbe de Gauss. Elle est plutôt comme ça. Hop. La distribution de X en fonction de l'âge peut être représentée sous la forme d'un nuage de points. Ben ça, c'est faux, puisque ici, on a une donnée quantitative à une seule dimension. Donc, c'est faux. OK. Annales 2006. Entre-temps, ils sont devenus un peu plus durs, hein, les annales.
Parmi les paramètres statistiques suivantes, lesquels sont des paramètres de dispersion d'une distribution? Donc, les paramètres de dispersion. Je vous rappelle, c'est quoi les paramètres de dispersion? On en a 3. Variance, enfin, on en a plutôt 5. On a variance, écart type, intervalle interquartile et étendue. Pardon. Donc, intervalle interquartile, c'est vrai. Le mode, c'est faux. C'est un paramètre de position. La variance de l'échantillon, c'est vrai. Parce qu'ici, on est au niveau d'un échantillon. La variance de la population, c'est faux. Ce n'est pas un paramètre de dispersion. L'étendue, ben ça, c'est vrai. OK? Ouais, ok. Je crois que c'est le dernier QCM. Donc, on a mesuré chez 500 individus le taux plasmatique d'hémoglobine et l'âge en années. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une donnée quantitative qui a 2 dimensions, l'hémoglobine et l'âge. Donc, les observations sont représentées par un diagramme camembert. C'est faux. Les diagrammes camembert, c'est pour les données quantitatives à une seule dimension. Les observations seront bien représentées par un nuage de points. Ben, c'est vrai, puisqu'on a une donnée quantitative à 2 dimensions. OK? La covariance entre le taux plasmatique et l'âge permet d'apprécier la dispersion des observations. Ben, ça, c'est vrai, en fait. C'est comme une variance, mais pour les données quantitatives à 2 dimensions. Le calcul du coefficient de corrélation permettra de qualifier l'intensité de la liaison entre le taux plasmatique d'hémoglobine et l'âge. Ben, c'est vrai. On a vu que lorsqu'il était de -1, ben, la corrélation elle était très faible. Lorsque le coefficient de corrélation était de +1, la corrélation était très forte. Donc, c'est vrai. Et dernier item, le coefficient de corrélation entre le taux plasmatique et l'âge est compris entre -1 et +1. Donc, ça, c'est vrai. Voilà, c'est la fin du cours. Donc, si vous avez des questions par rapport aux 3 cours qu'on a fait, ou si vous avez des questions en général sur le pass, n'hésitez pas à me les poser maintenant ou en message, comme vous voulez. Ce sera possible d'avoir des QCM en plus? Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, je les ferai passer à Dan. Je les mettrai sur le groupe ou Merci. je les ferai passer par Dan. Je vous ferai des QCM sur l'IRM et sur les 2 chapitres de stats qu'on a fait ensemble. J'ai une Super, question. merci beaucoup. Là, c'était un peu simple et que tu nous as dit que la moyenne des notes en maths, c'était à peu près 7. C'est sur quel chapitre que tout le monde se plante d'habitude? C'est en fait, alors dans l'UE4, les maths, tu as 2 polycopes. Un polycope sur les fonctions, je pense que vous l'avez fait avec monsieur comment il s'appelle, Fernandez, et un autre chapitre de stats. Sur le chapitre de stats, il y a donc c'est sur le poly de stats, il y a un cours qui est facile, c'est celui-là. Le reste, c'est les cours, ils sont pas compliqués en soi, mais ce qui est difficile, c'est de faire l'examen en 30 minutes. Vous avez 20 questions en 30 minutes, et pour les questions du polystat, il vous faut au moins 5 minutes pour faire les QCM. Même le prof, lorsqu'il corrige ses annales en cours, il dit moi, je vais prendre 10 minutes par question et vous allez avoir 1 minute 30 au concours. Donc, autant vous dire que c'est assez impossible. Donc, il faut être surentraîné pour les maths. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Voilà. Si vous pouvez choper un tiers temps, la vérité, c'est le top. Okay. Voilà. Moi, j'ai eu 12,5 en maths. Je ne me vante pas. Et tu as fini classé combien environ, toi? Alors, moi, au premier semestre, j'avais fini 66 en primant. Au deuxième semestre, j'ai fini 25e. Ah ouais, d'accord. Voilà. Selon les examens des quads, qu'il y a un examen à la fin du premier, un examen au deuxième. C'est ça, voilà. Donc, à la fin du premier, j'étais 66. Et en fait, en totalité, j'étais 25e. Ah, il y a une totalité à la fin. Voilà, c'est ça. En fait, quand on vous donne les notes du deuxième semestre, on vous donne la totalité, quoi. Ok. Et du coup, ça se joue un peu toute l'année, en fait. C'est ça. C'est ça, voilà. Il ne faut pas se relâcher toute l'année. C'est déjà le premier semestre, il est assez déterminant.
Moi, à mon époque, il y avait 30 coefficients au premier semestre et 38 au deuxième semestre. Donc, autant dire que c'est à peu près la même chose, quoi, mais il faut se tuer sur les 2 semestres. Voilà. Du coup, sur l'année entière, on n'a que 2 examens officiels. Voilà, en gros, vous avez 2 examens. Ouais, 2 examens. Ok. Là, c'était en décembre, 7 décembre, et le prochain est en avril, fin avril. Là, c'est le 29 avril cette année, je crois. Voilà. Vous avez d'autres questions à part ça? Non? Voilà. Bon, ben alors, Merci. ben, bon courage si on ne se revoit pas d'ici là. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous enverrai les QCM. Ça marche, merci beaucoup. Ouais, merci Au beaucoup. revoir. Bye. Au revoir, bye. Au revoir. Bye.